Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télécole, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition spéciale. C'est un petit peu le jumelage des cours solidaires de Télécole qui participe évidemment au renforcement des capacités des étudiants et des élèves avec l'émission Télé Plateau. Et aujourd'hui, nous recevons comme invité un éminent professeur en mathématiques appliquées. Il est également professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, directeur du département automatique et traitement du signal du CRESTIC, mais également responsable adjoint du NUMA numérique et mathématiques à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Il s'agit de monsieur Mamadou Mboup. Monsieur Mboup, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, notre rencontre aujourd'hui va tourner autour du thème l'intelligence artificielle d'hier à aujourd'hui. Mais avant de décortiquer ce thème, on va un petit peu nous intéresser à votre parcours. Dites-nous un petit peu en quelques lignes comment cette belle rencontre s'est faite avec les mathématiques. Alors, c'est une longue histoire, parce que, qui date des années de lycée. Je pense que j'ai toujours été attiré par les matières scientifiques, dont les mathématiques. Je me rappelle que en quatrième, j'ai eu pour la première fois une moyenne supérieure à 10 en français. Et jusque-là, je n'arrivais à me débrouiller qu'avec les mathématiques. Voilà. Ensuite, ça s'est poursuivi après le bac par un diplôme d'ingénieur en génie électrique. Et puis après, je me suis un peu éloigné de ces thématiques un peu plus appliquées et au profit des mathématiques lors d'un DEA en France et puis d'une thèse en traitement du signal. Et puis après, j'ai un peu viré vers une approche plus formelle, plus proche des mathématiques et donc j'ai fini par Arriver aux mathématiques appliquées. Aux mathématiques. Voilà. Et donc, les mathématiques étant très larges, il y en a même qui disent que l'informatique fondamentale est une branche des mathématiques. C'est la confusion qu'on a un petit peu en Afrique. On confond tout, effectivement. Quand on parle de mathématiques, on voit automatiquement l'informatique aussi. Oui, alors, c'est vrai que c'est souvent très artificiel, les frontières entre les disciplines. Il y a un grand mathématicien russe qui a vécu en France, Arnold Vladimir, qui, très provocateur, disait que les mathématiques, c'est une branche de la physique où les expériences ne coûtent pas cher. Donc, comme quoi, les choses sont interliées. Donc, il n'y a pas de frontières assez marquées entre les différentes disciplines. Donc, les mathématiques sont très larges et inclut certaines disciplines que l'on considère aujourd'hui comme des disciplines à part entière, comme par exemple le traitement du signal ou l'automatique, etc. Justement, on va rester sur le traitement du signal. On parle de quel signal ? Alors, quel signal ? C'est vrai que quand on parle de traitement du signal, on a envie de demander, mais quel signal ? Exactement. En fait, le terme signal ici est un terme générique. Un signal, c'est un support de l'information. Et faire du traitement du signal, c'est déterminer, mettre en place des méthodes, c'est des modèles pour extraire l'information qui est véhiculée par le signal. Et ces méthodes et ces modèles sont des méthodes et des modèles mathématiques. Voilà, c'est l'outil mathématique qui est utilisé pour faire ça. Donc en gros, le traitement du signal, c'est extraire de l'information dans un signal. Justement, arrivé à notre thème, l'intelligence artificielle d'hier aujourd'hui, vous avez parlé aujourd'hui de mathématiques. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut affirmer, sans risque de nous tromper, qu'on peut rivaliser avec d'autres pays en ce qui concerne ces domaines scientifiques-là ? Je parle du Sénégal, bien évidemment. Je pense que le terme rivaliser n'est pas très approprié. Tout le monde a sa place dans la science mondiale. Et au Sénégal, et en Afrique de façon générale, on est tout à fait équipé, en termes de ressources humaines, en tout cas, pour prendre notre place dans le rendez-vous international sur les mathématiques et sur la science de façon générale. Voilà. Alors après, est-ce qu'on le fait comme il faudrait ? Ça, c'est peut-être une autre question. Mais
voilà, je ne parlerai pas de rivaliser, mais je parlerai plutôt d'occuper la place qui nous revient. Ok, nous arrivons au thème de notre rencontre, donc l'intelligence artificielle d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme thème? Alors, on en parle beaucoup, hein, l'intelligence artificielle. Euh, mais ce qui caractérise notre époque, c'est, euh, c'est la succession des révolutions. Vous savez, avant, il se passait plusieurs siècles en passant, pour ne pas dire plusieurs millénaires, en passant d'une révolution à une autre. Mais là, depuis quelques décennies, on a vu passer plusieurs révolutions. On a d'abord entendu parler de la révolution des sticks, euh, et plus récemment, on a parlé de la révolution des big data, et aujourd'hui, on parle de la révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous concerne tous, dans la mesure où elle va avoir un impact sur notre quotidien. Pour nous, Sénégalais, Africains en général, c'est quelque chose qui nous paraît lointain, parce qu'on n'est pas dans le feu de l'action, on n'est pas au cœur des avancées, mais c'est quelque chose qui va nous rattraper très vite. Exactement. Et qui va impacter notre quotidien. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose qui nous concerne et donc sur lequel on devrait tous pouvoir réfléchir, anticiper, parce que il ne s'agit pas seulement d'un problème scientifique, il y a aussi un problème sociétal. Ça va avoir un impact sur la vie de tous les jours, sur notre façon d'être, etc. Et donc il faudrait anticiper, réfléchir, à savoir comment réagir le moment venu, et non pas subir des conséquences comme on a souvent l'habitude de le faire. Eh bien, vous avez parlé de réflexion. Nous avons un tableau installé évidemment pour vous. On va vous laisser faire le contact avec ce tableau-là, démonstration et évidemment l'échange avec le public aujourd'hui. Oui, alors le thème, c'est vrai que c'est l'intelligence artificielle. Et on parle d'intelligence artificielle d'hier à aujourd'hui. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon pour voir les différentes étapes de l'évolution de cette discipline, donc l'IA. Comment est-ce qu'aujourd'hui on en arrive à parler de révolution de l'IA alors que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a 50 ans maintenant que ce film a été produit. Et dans ce film, on a dans le vaisseau spatial qui amène les astronautes dans les fins fonds de l'espace, il y a un ordinateur, un super ordinateur qui s'appelait HAL, hein, doté d'intelligence, qui s'est rebellé, qui a fini par se rebeller contre les astronautes, qui a pris le pouvoir et qui a fini par être vaincu, débranché par l'homme. Voilà, on se posait déjà des questions qu'on se pose aujourd'hui. On a peur des dérives que cette intelligence artificielle pourrait avoir sur les humains. Donc il y a longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle. Et dans les années 80, c'était un thème de recherche très à la mode. Et on parlait d'IA avec une approche qui reposait sur la connaissance. Donc l'IA, c'était, je vais écrire au tableau un peu pour montrer des choses. Donc l'IA, au départ, c'était la connaissance. C'était des choses qui nous intéressaient dans le d'IA, c'est comment modéliser la connaissance, comment se représenter la connaissance. C'est quelque chose d'assez difficile d'ailleurs, parce que comment mesurer la connaissance, comment la mesurer, comment la modéliser et comment la représenter. On avait aussi des questions liées au raisonnement. Donc, comment raisonner sur les connaissances qu'on a représentées. Donc tout ceci ont amené à parler d'ontologie. Donc l'ontologie, c'est quelque chose qui a été emprunté
ou philosophe, et qui représente en fait un ensemble de concepts autour de la connaissance et des raisonnements que l'on peut avoir sur ces connaissances. Donc l'IA, c'était ça. Alors, tout ceci remonte d'au moins 30 ans. Okay. On manipulait ce genre de concept. Le problème, c'est que les détracteurs de cette approche ont une critique principale qui consiste à dire que, en fait, on ne peut pas parler d'IA ici parce qu'il y a quelque chose qui manque et qui est fondamental quand on parle d'intelligence, c'est la capacité d'apprentissage. Ce qui fait qu'on est intelligent, c'est notre capacité, notre pouvoir à apprendre. Alors que dans les systèmes qu'on avait là, les systèmes à base de connaissances, les systèmes multi-agents, on a l'impression que, en fait, les systèmes à base de connaissances qu'on avait ne permettaient pas d'enrichir la base de connaissances initiale. On tournait toujours avec le même ensemble de connaissances, si on peut parler d'ensemble de connaissances qui avait été introduite initialement. Donc il n'y a pas d'enrichissement de la connaissance. Donc pas de capacité, donc l'incapacité d'apprentissage. Alors, donc c'est quelque chose qui a pendant longtemps affecté cette vision de l'IA, et le résultat, c'est qu'il y a eu une longue traversée de désert de cette approche-là. Pendant longtemps, on a arrêté de parler d'IA. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de recherche sur l'IA, il y avait encore de la recherche sur l'IA, mais c'était passé, mettons, au second plan. Alors, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on reparle de l'IA. Il s'est passé deux choses. La première chose, c'est le big data, c'est l'avènement du big data. Donc on a maintenant des quantités astronomiques de données, des données de toutes sortes, des données variées, avec une très très grande variété, des données hétérogènes de toutes sortes. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est on a gagné plusieurs ordres de grandeur dans les puissances de calcul. On a aujourd'hui des supercalculateurs. Le Sénégal va se doter aussi d'un supercalculateur. Enfin, mais donc sur ces puissances de calcul, on développe ce qu'on appelle aujourd'hui le HPC, le High Performance Computing. Donc c'est du calcul intensif. Et on parle maintenant de teraflops, de pétaflops et même d'hexaflops. Donc au Sénégal, on en est là. La machine qu'on va se doter prochainement est quelque chose qui sera de l'ordre de 320 teraflops. Donc le tera, en fait, c'est 1000 gigas qui fait un tera. Alors aujourd'hui, donc le Sénégal est là. Donc les grands pays qui se font la course sont au niveau du péta. Donc en France, on va bientôt avoir une machine de l'ordre de 14 pétaflops. Aux États-Unis, on en est à plus de 100. Donc je pense que c'est 122 actuellement, la machine la plus puissante. Et on vise l'hexaflop. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'apprentissage suppose aussi qu'on ait des bases de connaissances. Et ces bases-là sont fournies maintenant par le big data. Donc c'est la conjonction de ces deux choses-là qui font que maintenant, on peut avoir des algorithmes efficaces, on peut avoir des algorithmes dont la complexité n'est plus un frein. Okay. On peut avoir des algorithmes et les mettre en œuvre, même si la complexité est grande, mais on a les moyens de les mettre en œuvre. On a les moyens, on a maintenant la puissance de calcul qu'il faut pour réaliser des algorithmes. Donc, j'en viens maintenant au mot algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Donc, un algorithme, c'est quelque chose qui est à la base de l'IA. Donc, on va passer
par l'autre étape qui est la mise en œuvre d'algorithmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Donc un algorithme, c'est un ensemble de règles qui est fait pour résoudre un problème. Donc c'est des règles élémentaires qui doivent être précises, non ambiguës, et qui doivent être effectives, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les réaliser. Donc cet ensemble de règles est conçu pour apporter une solution à un problème que l'on se pose, pour résoudre un problème. Donc il est constitué d'un ensemble d'étapes, un ensemble fini d'étapes. Et donc c'est quelque chose qui doit se terminer au bout d'un ensemble fini d'étapes. Et c'est quelque chose qui doit opérer sur un jeu de données qui est aussi un jeu de données fini. Par exemple, un algorithme, on pouvait imaginer construire un algorithme qui va jouer aux échecs. Par exemple, un algorithme qui va faire se déplacer un robot d'un point à un autre. Un algorithme pour faire de la conduite automatique. Un algorithme, on en a en ce moment, on en a partout dans le monde qui nous entoure, un algorithme pour gérer, justement, pour faire du traitement d'images, comme vous le faites ici, etc. Et l'algorithmique, c'est la science qui s'occupe de tout cela. Alors, en algorithmique, on a deux choses. On traite des problèmes, mais il y a plusieurs classes de problèmes. Il y a une première classe de problèmes qui sont des problèmes qui sont non résolubles. Okay, non résolubles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fonctions qui sont parfaitement définies, mais qu'on ne peut pas calculer. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la puissance de calcul qu'il faut pour les calculer, mais c'est structurel. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc on parle de décidabilité et de calculabilité. Décidabilité, calculabilité. Il y a des choses qu'on ne peut pas calculer et qu'on ne peut pas... des problèmes sur lesquels on ne peut pas décider. Par exemple, on ne peut pas trouver un algorithme qui vous dise si un programme donné quelconque, sur un jeu de données quelconque, va se terminer ou non. On ne peut pas avoir... Ça, c'est un problème qui est non décidable. Donc, pour cette classe de problèmes, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas chercher des solutions parce qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est l'informatique fondamentale qui le fait, qui nous permet de dire ce genre de choses. Et puis, une autre classe, qui est la classe des problèmes que l'on peut résoudre. Okay ? Donc, résolubles. Okay ? Dans cette classe-là, il y a deux sous-catégories. Il y a des problèmes qui sont traitables, mais qui sont pratiquement intraitables. Okay ? Pratiquement intraitables. Et puis il y en a d'autres qui sont résolubles et qui sont pratiquement traitables. Alors, pour ces problèmes-là, on cherche des algorithmes efficaces, okay, qui vont les résoudre. Cette classe est très intéressante, parce que parfois, on a des problèmes qui sont dans cette classe-là, qui finissent par arriver ici. Et c'est ce qui se passe avec le cas de l'IA. Donc si l'on prend des problèmes ici, je voudrais vous faire une petite digression ici, et vous parler un peu de la cryptologie. Alors, je vais vous donner un exemple de problème qu'on a ici. Donc, en crypto, on a le système qu'on appelle RSA, qui repose sur un problème très simple. Si je vous donne un nombre n, comme 21 par exemple, 21, vous pouvez dire que c'est le produit de deux nombres, P et Q. Par exemple, P égale 3 et Q égale 7. Dans le cas
de 21. D'accord? Donc on dit que là, on a réalisé une factorisation. D'accord? Si je vous donne 13, 13, on ne peut pas le factoriser. Parce que 13 est un nombre premier. Les nombres premiers, on ne peut pas les factoriser. Un nombre est premier s'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Okay? On appelle ça des nombres premiers. Alors, le système RSA repose sur la question suivante. Si je vous donne un nombre premier, donc ici 21 n'est pas premier, si je vous donne un nombre n premier, très grand, pardon, si je vous donne un nombre n très grand, okay, qui est composé de deux facteurs P et Q qui sont eux premiers, est-ce qu'on peut trouver les deux facteurs P et Q? D'accord? Dans le cas de 21, on peut, puisque justement on vient de le réaliser. 21, c'est 3 facettes. Okay? Ce problème-là, quand le nombre n est très très grand, c'est un problème que l'on peut résoudre, puisqu'on a un algorithme pour le faire. Mais le temps qu'il faut pour résoudre le problème est tellement long que finalement ça ne sert à rien. Okay? Et c'est exactement ce qui est utilisé pour faire la crypto, pour crypter, mettons, les numéros de carte bleue et autres. Okay? Un algorithme pour le faire est très simple. Vous prenez tous les nombres premiers et puis vous les testez, tout simplement. Les nombres premiers, on les connaît tous. Vous utilisez simplement, on les connaît depuis l'Antiquité. C'est le crible d'Ératosthène qui permet de le faire, qui est très simple. Vous prenez toute la liste des nombres, mettons, vous prenez ici 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous listez tous les nombres. Alors, 1 n'est pas premier, puisqu'il n'est pas divisible par... Il n'a pas deux diviseurs, il n'a qu'un seul diviseur qui est 1. 2 est premier, donc 1 est barré. 2 est premier, puisque 2 n'est divisible que par lui-même et par 1. 2 est premier. 3 est premier, etc. Donc 2 est premier. Alors comment on fait pour trouver les autres nombres? Une fois qu'on a trouvé un nombre premier, on supprime tous les multiples de ce nombre. Donc 2 est premier, donc on va regarder dans la liste. Tous les multiples de 2, on les raye. Ils ne sont pas premiers. D'accord? Donc ici, 7, 8 qui est rayé, 9, 10 qui est rayé, 11, 12 qui est rayé, et ainsi de suite. Et puis on reprend. 3 est premier, on va supprimer dans la liste tous les multiples de 3. Donc 9, 12, c'est déjà rayé, et ainsi de suite. Le suivant qui n'est pas rayé, c'est 5. 5 est premier. On supprime, et ainsi de suite. Ça, c'est un algorithme qui est très simple et que l'on connaît depuis l'Antiquité, qui permet de lister tous les nombres premiers. Donc vous voyez que ce problème-là, on peut le résoudre très facilement, conceptuellement en tout cas. On prend la crible d'Ératosthène et puis on teste tous les nombres premiers, on prend leur produit et puis on regarde si on tombe sur le nombre n. Si on le fait, eh ben on arrivera à résoudre le problème. Il se trouve que la complexité numérique de l'algorithme qui le fait est tellement grande que pratiquement on ne peut pas le faire. Mais si un jour on arrive à trouver un algorithme plus efficace pour le faire, eh bien par exemple, tout le système RSA va tomber à l'eau, puisque ce problème qui est pratiquement intraitable devient traitable. Okay? Mais en réalité, on eût su faire ça en un temps record, parce qu'il y a des correspondances entre Pierre Fermat et Marin Mersenne qui datent de des années 1643, où Pierre Fermat demandait à Marin Mersenne si un nombre composé de 12 chiffres, c'est un très très grand nombre, était premier, ou s'il était le produit de deux nombres premiers. Et sur ce, Mersenne lui répond, en l'espace d'une journée, que le nombre en question n'était pas premier, qu'il était le produit de deux nombres premiers, et il lui a donné les deux facteurs premiers. Donc, ça veut dire qu'en 1643, Marin Mersenne avait un algorithme qui permettait de résoudre ce problème.
mais on ne l'a pas retrouvé, cet algorithme. On a juste retrouvé la lettre, la correspondance. Donc c'est une solution, un algorithme efficace pour le faire qu'on a perdu et qu'on n'a jamais retrouvé depuis. Et donc le RSA repose sur ça. Voilà. Donc, c'est ce type de problème qu'on va avoir à l'IA. Avec l'IA, on avait ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont des systèmes extrêmement complexes, mais extrêmement riches, puisque justement, ça essaye de reproduire le système nerveux avec toute sa capacité d'apprentissage. Et dans les réseaux de neurones, les algorithmes qu'on avait pour traiter ces problèmes étaient tellement complexes que ça tombait dans ce cadre-là. Et donc l'IA n'était pas possible. Aujourd'hui, avec la puissance de calcul, on a suffisamment de ressources pour pouvoir ramener ces problèmes de cette classe vers la classe des algorithmes qui sont traitables. Donc c'est ça qui permet aujourd'hui de parler de l'IA et qui fait revenir l'IA. Donc on a maintenant la puissance de calcul pour traiter les choses. Et on a aussi des données en abondance